Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite le squelette en armure. Quel est l'objet le plus étrange que vous ayez jamais trouvé sur une plage? Un coquillage, une méduse, un fossile, un message dans une bouteille? Mais quoi qu'il en soit, je peux parier que ce n'est pas aussi intéressant qu'un crâne humain. Par un frais matin de mai 1831, Anna Bordencook s'est lancée dans une simple course pour ramasser du sable afin de nettoyer ses couteaux. En parcourant le rivage, il fit une découverte inattendue. Un crâne humain. Et que fait-on sinon paniquer lorsqu'on trouve quelque chose du genre? Anna paniqua, mais se calma rapidement et fit appel à d'autres personnes pour aider à enquêter. Bientôt, ils déterrèrent ce qui allait devenir l'un des plus grands mystères de la ville de Fall River, dans le Massachusetts aux États-Unis. Le désormais célèbre squelette en armure. Et ce qui était vraiment étrange, c'est que les restes furent trouvés en position assise. Il appartenait à un homme adulte vêtu d'une armure en laiton. Des tubes de laiton formaient une ceinture autour de lui et un plastron de laiton brillant protégeait sa poitrine. À proximité, un carquois de flèches s'effritait en poussière, suggérant que l'inhumation remontait à plusieurs centaines d'années. Et ni les scientifiques ni les habitants ne se lassaient de cette découverte, et c'était un événement majeur dans la région. Le squelette, accompagné de son armure inhabituelle, fut emmené à la Fall River Atheneum, essentiellement une bibliothèque où des érudits se disputaient sur ses origines. Le poète Henry Wadsworth Longfellow fut tellement inspiré par le squelette qu'il écrivit un conte dramatique intitulé « Le squelette en armure ». Et dans son récit, il imagina cet homme comme un explorateur viking, un flibustier du Nord qui aurait pu naviguer vers les Amériques des siècles avant Christophe Colomb et n'avait pas nécessairement tort. Et finalement, les gens lièrent le squelette à d'autres mystères de la Nouvelle-Angleterre, comme les marques étranges sur le rocher de Dayton ou la tour de Newport qui, selon la rumeur, auraient été construites par des vikings. Tout semblait s'emboîter parfaitement, enfin jusqu'à ce que la tragédie survienne en 1843. La bibliothèque fut détruite dans le grand incendie. Et l'incendie avait commencé lorsque deux garçons jouaient avec, préparez-vous bien, un canon. Oui, vraiment, et ne me demandez pas pourquoi ils jouaient avec cet engin. Les garçons resteront toujours des garçons, je suppose. Quoi qu'il en soit, le squelette et la majeure partie des preuves furent engloutis par les flammes, ne laissant derrière eux que deux tubes en laiton, désormais conservés à la Fall River Historical Society. Et sans les ossements, toute chance d'étudier le squelette de façon concluante disparut, laissant le mystère grand ouvert à toutes les spéculations. Le squelette en armure était-il celui d'un viking, d'un chef amérindien vêtu d'un habit cérémoniel ou de quelque chose d'entièrement différent? Alors que de nombreux scientifiques penchent aujourd'hui pour la théorie amérindienne, d'autres rêvent encore d'anciens explorateurs et ont traversé les océans, bien avant que ce que racontent les livres d'histoire. Les dents de dragon. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les dents de dragon avaient une toute autre signification, qui pourrait d'ailleurs surprendre certains d'entre vous. Alors, intrigués? Prenez un moment pour deviner de quoi il s'agit. Dans la campagne tranquille près d'Aachen en Allemagne, des rangées de pyramides de béton aux arêtes irrégulières s'étirent à l'horizon en formant un motif en zigzag. Et on les appelle, vous l'avez deviné, les dents de dragon. Ce sont des obstacles anti-chars conçus pendant la Seconde Guerre mondiale pour arrêter net les véhicules blindés comme les tanks et leurs chenilles. Ces structures menaçantes s'étendaient autrefois sur pas moins de 628 km le long des frontières de l'Allemagne avec la Belgique et les Pays-Bas, formant une partie intégrante du vaste ensemble de la ligne de Siegfried. Imaginez un tank roulant vers un champ de bataille pour être stoppé net par des rangées de pyramides d'une hauteur d'1 mètre à 1,30 m, solidement ancrées dans le sol. Leur dessus plat et leur fondation profonde les rendaient impossibles à escalader ou à défoncer. De plus, les environs étaient souvent jonchés de mines terrestres, de tranchées et de barbelés, transformant l'avancée en un véritable cauchemar. Les dents de dragon n'étaient pas de simples obstacles, elles faisaient partie d'une stratégie défensive redoutable, conçue pour ralentir l'ennemi et le rendre vulnérable. Après la guerre, le retrait de ces pièges anti-chars s'est révélé bien trop coûteux, si bien qu'ils furent tout simplement abandonnés sur place pour la majorité d'entre eux. Et avec le temps, ils se fondirent dans le paysage, recouverts de mousse ou atterrés par le soleil. Et dans certains lieux, ils devinrent des sites historiques dotés de sentiers pédestres et de visites guidées permettant aux curieux d'explorer leur rôle dans la Seconde Guerre mondiale. Les passionnés d'histoire militaire peuvent même trouver des dents de dragon en Normandie, dans les Ardennes et même le long des côtes britanniques, où des obstacles similaires furent érigés pour se défendre contre d'éventuelles invasions amphibies, non pas de la part de monstres marins, mais bien par des navires de guerre. Ces barrières, à l'aspect ancien, ne sont pas de simples reliques du passé. Vous serez peut-être choqué et attristé d'apprendre que les dents de dragon font leur retour. Apparemment,
elles se révèlent très efficaces dans des régions telles que les frontières entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que la frontière polonaise avec Kaliningrad. Ces défenses anti-chars sont réintroduites à mesure que les tensions montent. Des images satellites de 2023 montrent des kilomètres de dents de dragon s'étendant à travers l'Europe de l'Est, rappelant que cette vieille technologie joue toujours un rôle dans la stratégie militaire moderne. Et au fil des décennies, ces dents ont marqué l'histoire et ne comptent pas s'arrêter de sitôt. Les mystères des grottes de Barabar. Ces mégastructures sont directement sculptées dans la roche solide. Les grottes de Barabar sont immenses, entourées de légendes et de questions sans réponse. Qui a construit cet endroit? Comment ont-ils réussi à rendre les murs aussi lisses que des miroirs? Et surtout, pourquoi y a-t-il tant de portes perdues? Situées dans le Bihar, en Inde, les grottes de Barabar sont chargées d'histoires remontant à plusieurs milliers d'années. Taillées dans un granit massif, elles sont les plus anciennes de leur genre dans le pays, datant de la période Maurya aux alentours du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais ce qui rend ces grottes si spéciales, c'est que leurs murs brillent comme des miroirs, reflétant la faible lumière qui filtre par l'entrée. Et ce phénomène est dû à ce que l'on appelle le polissage Maurya. Mais le processus exact pour obtenir cette finition de haute qualité reste un mystère, bien que diverses théories existent. Certains experts pensent que des diamants, étant la substance naturelle la plus dure, auraient pu être utilisés comme outil pour atteindre ce niveau de lissage. D'autres suggèrent qu'un mélange de matériaux abrasifs et de techniques minutieuses de polissage manuel aurait permis d'obtenir ce résultat. Ce polissage crée un effet d'écho incroyable, rendant probablement les cérémonies anciennes particulièrement intenses. Et certains avancent que ces grottes étaient autrefois utilisées par les mystérieux moines Ajivika, un groupe religieux aujourd'hui oublié qui rivalisait avec le bouddhisme et le jaïnisme autrefois. Mais qu'est-il advenu d'eux? La plus célèbre des grottes est la grotte de Lomas Rishi. Son entrée est ornée de l'un des plus anciens exemples existants du Nakshashaitya, un type d'architecture que l'on retrouve dans de nombreuses structures bouddhistes en Inde. Et au-dessus de l'entrée, de magnifiques sculptures d'éléphants décorent la roche. Cette grotte est particulièrement connue car selon la légende, elle n'aurait jamais été achevée. Les raisons de cet abandon restent floues. Des problèmes structurels, l'arrêt du projet après l'assassinat du dernier empereur Maurya, nul ne le sait avec certitude. Et puis, il y a la légende des portes cachées. On raconte que certaines grottes renferment des portes secrètes ou des passages dissimulés. Mais où menaient-elles? À des trésors cachés ou faisaient-elles simplement partie d'anciens rituels? Bien que de nombreuses personnes associent ces grottes au bouddhisme, notamment à cause des inscriptions laissées par le célèbre empereur Ashoka, il est généralement admis que la majorité des grottes étaient destinées aux Ajivika. Ce groupe suivait une école de pensée qui s'est perdue avec le temps. Les Ajivika étaient influents à leur époque, mais leurs enseignements et leurs textes ont disparu au fil des siècles. Et ce que nous savons d'eux provient principalement de leurs rivaux, les bouddhistes et les jains, qui ne les ont pas décrits sous leurs meilleurs jours. Aujourd'hui, les Ajivika sont aussi mystérieux que les grottes elles-mêmes et ont sombré dans l'oubli avec leur doctrine. L'empereur Ashoka, l'un des dirigeants les plus connus de l'Inde, a joué un rôle clé dans la diffusion du bouddhisme. Ses inscriptions dans les grottes ont aidé les historiens à mieux comprendre son règne ainsi que ses liens avec les différents groupes religieux. Dans la grotte de Sodama par exemple, une inscription datant de 261 avant Jésus-Christ indique qu'Ashoka a dédié ses grottes aux moines Ajivika. Ainsi, bien qu'il soit surtout connu pour avoir promu le bouddhisme, il a également soutenu d'autres courants religieux, comme ces moines énigmatiques. Ces inscriptions comptent parmi les plus anciens écrits connus de l'Inde ancienne. Aujourd'hui, les grottes de Barabar sont accessibles aux visiteurs en quête de lieux hors des sentiers battus, et l'endroit est étrangement semblable à ce qu'il était il y a des milliers d'années de cela. L'énigme du Kuldara. Au XVIIIe siècle, un village prospère du Rajasthan s'est retrouvé face à un choix terrible, se soumettre à un dirigeant cruel ou tout risquer. Et les villageois ont choisi la seconde option, mais cela a eu un prix. Kuldara, un petit village indien, était autrefois une communauté florissante habitée par les Paliwal brahmanes. Ses habitants étaient réputés pour leur ingénierie hydraulique, transformant des terres arides en oasis fertiles. Et pendant des années, le village a prospéré. Mais tout a basculé lorsque Salim Singh, un gouverneur rajput tyrannique de Jaisalmer, s'est intéressé à Kuldara. Singh, souvent décrit comme un monstre, était connu pour sa cruauté et ses exigences abusives. Mais une légende en particulier est directement liée au destin mystérieux du village. Selon l'histoire, Salim Singh était tombé amoureux de la fille du chef du village et avait exigé qu'elle lui soit donnée en mariage. Il menaça les habitants de terribles représailles s'ils refusaient.
Mais plutôt que de céder aux tyrans, les villageois auraient pris une décision radicale. Ils auraient pris la fuite durant la nuit, abandonnant leur maison. Mais avant de partir, ils auraient jeté une malédiction sur Kul Dara, promettant que personne ne pourrait jamais y vivre à nouveau. Et en effet, depuis ce jour, le village est resté totalement inhabité. De nombreux visiteurs racontent qu'en mettant les pieds à Kul Dara, ils ressentent une étrange présence. Certains affirment avoir vu des ombres fantomatiques, entendu des bruits inexpliqués ou ressenti une profonde angoisse en explorant le site. Il arrive même que des visiteurs quittent précipitamment le village, trop effrayés pour continuer leur exploration. Les habitants des environs croient que les esprits des anciens villageois errent encore dans les ruines. Mais pourrait-il s'agir d'une simple suggestion psychologique? D'autres visiteurs assurent n'avoir rien remarqué d'anormal, profitant d'une promenade tout à fait paisible. Alors, cette malédiction est-elle un simple mythe, transmis au fil des siècles, ou quelque chose de surnaturel hante-t-il vraiment ces ruines? Des historiens et des archéologues ont mené des recherches approfondies sur le mystère de Kul Dara. Ils ont découvert un village sophistiqué, avec un réseau hydraulique bien organisé, comprenant des canaux et des barrages essentiels pour survivre dans des conditions désertiques extrêmes. Et ces découvertes suggèrent que des facteurs environnementaux, comme une série de sécheresses, auraient pu forcer les habitants à partir. Ajoutez à cela le règne tyrannique de Salim Singh, il devient plausible que la combinaison de crises politiques et climatiques ait poussé les villageois à l'exode. Mais malgré toutes ces recherches, la véritable raison de leur disparition demeure un véritable mystère. Ont-ils simplement fui les persécutions et les conditions de vie difficiles, ou y a-t-il une vérité cachée derrière la légende? Mais quoi qu'il en soit, Kul Dara est aujourd'hui un lieu incontournable pour les amateurs de chasse aux fantômes et les passionnés d'histoire ancienne. La roue de médecine de Bighorn. Les cercles de pierre se trouvent partout dans le monde et demeurent tous assez mystérieux. Pourtant, il en existe un dans le Wyoming qui a véritablement captivé l'attention mondiale. Mais pourquoi au juste? Au sommet des montagnes Bighorn, il existe une structure énigmatique et sacrée connue sous le nom de roue de médecine de Bighorn. Cette structure ancienne fascine les scientifiques, les historiens et les communautés autochtones depuis des siècles. Elle fut découverte au début des années 1900 par des professeurs euro-américains. Ce qu'ils découvrirent fut un énorme cercle de pierre de 80 pieds, environ 25 mètres de diamètre, avec un noyau central, un amas de pierres et 28 rayons de pierre s'étendant vers l'extérieur. Et ce n'est pas une formation rocheuse ordinaire, c'est une roue de médecine. Pour les Amérindiens, ces structures sont profondément sacrées, et les peuples autochtones de la région ont toujours considéré ce site comme un lieu de signification spirituelle et culturelle. Mais qu'est-ce qu'une roue de médecine au juste? Considérez-la comme une structure cérémonielle ou symbolique ancienne, souvent liée à l'astronomie, à la guérison et à des rites spirituels. Et celle de Bighorn est l'un des exemples les plus grands et les mieux préservés qui en existent. Bien qu'elle ne soit pas la plus ancienne, les roues de médecine au Canada remontent à plus de 5000 ans, et elle est de très loin la plus célèbre. Ah, ces Américains, toujours là à voler la vedette au Canada. Le mystère de la roue de médecine s'est approfondi dans les années 70, lorsque l'astronome John Eddy découvrit quelque chose d'incroyable. Il constata que certaines parties de la roue s'alignaient avec des points clés du ciel, comme le lever du soleil du solstice d'été et certaines formations d'étoiles. Pourrait-il s'agir d'un calendrier ancien? Les découvertes d'Eddy suggèrent que les bâtisseurs avaient une connaissance approfondie des cieux. Cependant, les traditions orales autochtones offrent une toute autre histoire. De nombreuses tribus, dont les Crows et les Blackfoot, racontent des récits de guérisons miraculeuses liées à la roue. Selon les Crows, un homme nommé Burnt Face, littéralement visage brûlé, aurait jeûné sur le site et guéri de ses blessures. Les Blackfoot ont une histoire similaire concernant un homme nommé Scarface, oui, ça ne s'invente pas, dont les cicatrices auraient disparu après avoir visité la roue. Mais comment a-t-il obtenu ces cicatrices? Ce point n'est pas vraiment clair. Et quant à la véracité de ces histoires, eh bien le mystère demeure. Mais alors, quel âge au juste a cette roue? Voilà la question qui vaut de l'or. Des artefacts tels que des perles de verre suggèrent que le site était utilisé depuis au moins 300 ans. Mais des restes de charbon de bois à proximité remontent à plus de 6500 ans. Malheureusement, comme les pierres provenaient de la zone environnante, les scientifiques ne peuvent pas utiliser la datation radiocarbone pour déterminer précisément l'âge de la roue. Celle-ci pourrait donc avoir quelques centaines ou plusieurs milliers d'années. Est-ce un ancien observatoire, un lieu de guérison, un centre spirituel? Peut-être est-ce tout cela et plus encore. Qu'en pensez-vous? Le fromage mortel des pharaons. À votre avis, quelle odeur aurait un fromage vieux de 1000 ans? Je ne suis pas expert en la matière, mais si vous voulez mon avis, eh bien il sentirait pas très bon.
Il y a environ 3200 ans, quelqu'un, dans l'Égypte antique, a caché un morceau de fromage sans imaginer qu'il provoquerait, des milliers d'années plus tard, une véritable agitation. Découvert dans la tombe de Ptamès, un puissant fonctionnaire égyptien, ce fromage est considéré comme le plus ancien produit laitier solide jamais retrouvé. Mais écoutez bien, il n'était pas seulement ancien, il était aussi très dangereux. Dans un vaste complexe de cimetière au Caire, connu sous le nom de la Cité des Morts, Ptamès fut enterré avec des trésors et des artefacts, incluant amulettes, jarres en argile et apparemment du fromage. En 1885, sa tombe fut découverte. Mais mystérieusement, elle fut de nouveau perdue sous des tempêtes de sable. Ce n'est qu'en 2010 que des chercheurs reprirent l'excavation du site et 3 ans plus tard, des archéologues commencèrent à découvrir des jarres brisées dans un recoin de la tombe. Et dans l'une de ces jarres, ils trouvèrent une étrange masse blanche solide enveloppée dans une toile. L'équipe se met alors au travail pour analyser cette masse. Les équipes ont commencé par dissoudre la matière solide et ont purifié les protéines en utilisant des méthodes de haute technologie pour déterminer ce que c'était. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un fromage fabriqué à partir d'un mélange de lait de vache, de chèvre et de brebis. Cette société antique maîtrisait des compétences laitières impressionnantes bien avant l'invention des réfrigérateurs. Il était très probablement délicieux, mais il était aussi toxique. Ce fromage n'était pas simplement une collation inoffensive. Il contenait des traces de Brucella melitensis, une bactérie responsable de la brucellose, une maladie qui demeure un problème aujourd'hui. Si l'on consomme des produits laitiers contaminés, cela peut entraîner de désagréables symptômes tels qu'une fièvre, faiblesse et douleur abdominale. Apparemment, à l'époque, pour bouffer du fromage, il fallait être audacieux. À l'époque, le lait non pasteurisé rendait ce genre de produit assez risqué. Mais tout comme aujourd'hui, les gens adoraient leur fromage. Il s'agit également de la première preuve biomoléculaire de brucellose en provenance de l'Égypte antique, rendant la découverte encore plus significative. Les scientifiques n'avaient trouvé auparavant que des signes indirects de la maladie dans des os datant de 750 avant notre ère. Si bien que la découvrir dans un morceau de fromage vieux de 3200 ans est une première de taille. Alors, quelle est la morale de cette histoire fromagère? Tous les trésors anciens ne sont pas de l'or ou des bijoux. Parfois, c'est un morceau d'histoire sous forme d'une masse laitière toxique et puante. Et cette structure oubliée découverte à 300 mètres sous terre défie le récit historique. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.